Il fut l'homme qui fit changer Paris de respiration. Une paire de ciseaux en argent, un croquis sur une feuille blanche et un nom tracé à l'encre noire, Yves Saint-Laurent. On disait qu'il existait deux ères dans la mode, avant Saint-Laurent et après Saint-Laurent. Mais derrière ce monde éblouissant, où la soie et le velours se mêlaient à la lumière, se cachait une tragédie subtile que seuls les cœurs solitaires pouvaient comprendre. Lorsque Yves Saint-Laurent s'éteignit en 2008, le monde de la mode se figea. Son testament provoqua la stupeur. Une fortune estimée à plus de 600 millions d'euros. Une collection d'art de centaines de chefs-d'œuvre, Picasso, Matisse, Brancusi, Giacometti, et des demeures somptueuses, de Marrakech à Paris. Mais le véritable choc ne fut pas le montant, mais le nom de l'héritier principal. Ni un créateur, ni une figure du luxe, mais quelqu'un qui, dans l'ombre, avait veillé sur lui jusqu'à la fin. Comment un homme ayant tout possédé, la gloire, la beauté, la richesse, a-t-il pu mourir dans une solitude si absolue? Et pourquoi son héritage, dévoilé après sa mort, fit-il couler autant de larmes que d'encre? Pour comprendre les pleurs derrière la fortune, il faut revenir là où tout commença, à Oran, en Algérie, où un petit garçon frêle, armé de ciseaux d'argent, commença à découper son premier rêve. Oran, Algérie française, année 1940. Dans une petite maison face à la mer, un enfant timide nommé Yves Saint-Laurent grandit dans la lumière sèche du Maghreb. Son père, fonctionnaire d'assurance, sa mère, femme cultivée et élégante, tentaient de maintenir un équilibre fragile entre la rigueur et la tendresse. Dès son plus jeune âge, Yves fut différent, délicat, rêveur, souvent perdu dans ses dessins. Alors que les autres enfants jouaient au soleil, lui passait ses après-midi à découper des morceaux de papier et à créer des robes pour les poupées de sa mère. Lucienne, sa mère, fut la première à percevoir ce talent singulier. Un jour, elle lui offrit une paire de ciseaux en argent, gravés de ses initiales, Ibrahim. Un simple présent, mais chargé d'une promesse, celle de croire en son destin. Ces ciseaux ne quittèrent jamais sa poche, devenant son talisman, le symbole d'une main capable de sculpter la beauté. Pourtant, son enfance ne fut pas un conte. Raillé par ses camarades à cause de sa fragilité et de sa sensibilité, Yves se réfugia dans son monde intérieur. Il observait le ciel d'Oran changer de couleur et rêvait de femmes drapées dans la lumière, comme des déesses silencieuses. Un soir, voyant sa mère s'habiller pour un bal, il murmura : « Un jour, je créerai une beauté qui fera pleurer les gens. » Dans cette chambre minuscule, baignée de lune et de silence, un rêve venait de naître, fragile mais indestructible. À 17 ans, Yves quitta Oran avec sa valise, ses croquis et les ciseaux d'argent de sa mère. Paris l'attendait, éclatante, impitoyable, sublime. Il ne connaissait personne, n'avait ni argent ni relation, seulement cette conviction : le beau peut sauver le monde. Très vite, le destin s'en mêla. Ses dessins publiés dans Vogue France attirèrent l'attention d'un certain Christian Dior. Le grand couturier, déjà au sommet de sa gloire, vit dans ce jeune homme frêle un génie en devenir. Yves entra dans la maison Dior et en quelques années, il en devint le successeur désigné. À la mort de Dior en 1957, il prit la direction artistique. Il avait 21 ans. Sa première collection, présentée en 1958, fut un triomphe. La presse parla de renaissance et le monde acclama ce prodige qui réinventait la féminité avec douceur et audace. Mais derrière les projecteurs, Yves tremblait. Trop jeune, trop exposé, il découvrit que la gloire pouvait être une prison dorée. Chaque saison devenait un combat contre lui-même, chaque robe un fragment d'âme offert au public. Et pourtant, à travers ce chaos, un mythe venait de naître. Le nom Saint-Laurent s'imposait déjà comme le langage universel du raffinement et de la liberté. Les années 1960 furent celles de la Révolution Saint-Laurent. En quittant Dior pour fonder sa propre maison avec Pierre Berger, Yves prit un risque insensé, mais il allait redéfinir la mode. Il donna aux femmes une arme nouvelle, l'assurance. En 1966, il créa le smoking, un costume masculin réinventé pour elles. Un scandale, une provocation, mais surtout un manifeste. Les femmes porteront ce qu'elles veulent, elles n'auront plus besoin de demander la permission. Sous ses doigts, la mode cessa d'être frivole pour devenir un acte de liberté. Les icônes du cinéma et du rock, Catherine Deneuve, Bianca Jagger, se drapèrent dans ses créations comme dans une seconde peau.
Paris vibrait au rythme de ces défilés. Chaque collection était une messe païenne, où l'art, la musique et la sensualité se mêlaient dans un vertige d'élégance. Mais plus les applaudissements retentissaient, plus le silence qui suivait devenait lourd. Yves sombrait peu à peu dans la mélancolie. Les nuits d'angoisse, les excès d'alcool, les médicaments, tout cela pour fuir la peur de ne plus être à la hauteur. Pierre Berger, son compagnon, confia plus tard: Yves vivait entre les anges et les démons. Chaque collection le consumait un peu plus. Dans son appartement du boulevard Saint-Germain, les miroirs renvoyaient l'image d'un homme que la lumière dévorait lentement. L'artiste touchait le ciel, mais ses ailes commençaient à brûler. À la fin des années 1980, la fatigue devint visible. Après 3 décennies de création ininterrompue, Yves n'avait plus de force. La dépression le rongeait, les angoisses le paralysaient. Pierre Berger resta, fidèle, mais leur amour s'étouffa sous le poids du silence. Yves se réfugia à Marrakech, dans la lumière brûlante du Maroc, espérant y retrouver la paix. Mais les couleurs éclatantes du désert ne purent effacer les ténèbres intérieures. Il peignait, écoutait Mozart, prenait des calmants. Le monde de la mode, orphelin de son magicien, observait en silence sa lente disparition. Lors de l'une de ses rares interviews, il confia: « J'ai donné toute mon âme à la beauté et j'ai oublié la mienne. » Le 1er juin 2008, Yves Saint Laurent s'éteignit à Paris. Les plus grands défilés du monde se drapèrent de noir. À la cathédrale Saint-Roch, Pierre Berger prononça ces mots: « Tu as rendu le monde plus beau, mais tu as oublié de garder un peu de lumière pour toi. » Des cendres de sa gloire naissait déjà quelque chose d'immortel. Son héritage. La mort d'Yves Saint Laurent révéla l'ampleur d'une vie vouée à l'art. Selon Le Monde, son patrimoine dépassait 600 millions d'euros. Propriété à Paris, à Marrakech, à Deauville, droits de marque et surtout une collection d'art inestimable. Plus de 700 œuvres de Picasso, Matisse, Brancusi, Giacometti, Degas, Mondrian. Pierre Berger organisa en 2009 chez Christie's la vente du siècle. Les toiles de la collection privée d'Yves furent dispersées dans le monde entier, rapportant 373 millions d'euros, intégralement versés à la Fondation Pierre Berger, Yves Saint Laurent, dédiée à l'art et à la recherche médicale. Mais un détail du testament bouleversa l'opinion. Une partie du patrimoine, notamment sa maison de Marrakech et ses objets personnels, fut léguée à son fidèle majordome, l'homme discret, qui avait veillé sur lui durant 20 ans. Ce geste simple, d'une tendresse silencieuse, révéla plus que n'importe quel discours. Yves n'avait jamais oublié la loyauté, ni la bonté. Lors de la cérémonie d'adieu, Pierre Berger évoqua encore une fois les ciseaux d'argent, symbole de sa vie. « Tu as découpé la beauté du monde, mais ce faisant, tu as déchiré ton propre cœur. » Les gens pleurèrent, non pour sa richesse, mais pour les années qu'elle lui avait arrachées. Depuis sa disparition, Yves Saint Laurent continue de hanter la mode. Chaque femme qui enfile un tailleur, chaque silhouette androgyne qui défile sur un podium, porte en elle une part de son esprit. Il ne leur a pas seulement offert des vêtements, il leur a offert une voix. Le musée Yves Saint Laurent de Paris, installé dans son ancien atelier, conserve son univers intact. Dans une vitrine, les ciseaux d'argent de Lucienne reposent à côté des croquis originaux, dessinés à l'encre brune, tremblante. Devant eux, les visiteurs se taisent, car face à cette beauté, le silence est la seule émotion sincère. Quand Pierre Berger mourut à son tour, des années plus tard, la chanson préférée d'Yves, L'amour, l'amour, résonna une dernière fois. Leurs cendres reposent ensemble à Marrakech, dans le jardin Majorelle, leur sanctuaire. Son influence dépasse la mode. Yves Saint Laurent a appris au monde que la beauté n'est pas perfection, mais courage. Le courage d'être soi-même. Et lorsque les lumières s'allument sur les podiums contemporains, on a toujours l'impression qu'une ombre douce veille encore derrière le rideau, celle d'Yves Saint Laurent, souriant, satisfait de voir que la beauté continue de vivre. Le soir tombe sur Marrakech. Dans le jardin Majorelle, le bleu profond se mêle à l'or du crépuscule. Entre les murs silencieux, le bureau d'Yves Saint Laurent reste intact. Crayons, tissus, parfums. On dirait qu'il va revenir d'un instant à l'autre.
Les habitants appellent cet endroit le temple de la lumière. Ceux qui l'ont connu jurent qu'ils entendent encore sa voix. Ne créez pas la mode, créez l'émotion. À Paris, son musée attire chaque année des milliers de visiteurs. Ils viennent non pour admirer, mais pour ressentir. Car l'héritage d'Yves n'est pas fait de tissu, mais d'émotions. Il nous a appris à aimer la beauté, même lorsqu'elle fait mal. Si cette histoire vous a touché, laissez un mot, un souvenir, un hommage. Parce qu'au fond, il suffit d'un murmure pour que la beauté revive encore une fois.